Mesdames et messieurs, merci de reprendre vos places. Bonjour, Laurent Sédou, les Verts libéraux. Bonjour monsieur. Bien et vous? Salut. Bonjour, Laurent Sédou. Bonjour monsieur. Bonjour Jacques Simon. Alors j'ai l'immense honneur d'être à votre droite. Mesdames et messieurs, merci de prendre vos places. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'animer ce débat du Congrès des Suisses de l'étranger. C'est un honneur et puis ça devient presque une tradition puisqu'il y a 4 ans, j'avais déjà eu cette tâche à Lugano. Notre débat va durer 1 heure. Comme vous pouvez le constater, nombreux sont les interlocuteurs autour de cette table, derrière cette table plus précisément. Ça nous montre la belle diversité du paysage politique suisse, puisque nous avons pas moins de 7 représentants de partis que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, tout à ma gauche, Madame Céline Amodru, qui est conseillère nationale genevoise pour l'UDC. Ensuite, Monsieur Martin Landolt, qui est conseiller national qui vient du canton de Glaris, qui représente le Parti bourgeois démocratique, dont il est le président. Ensuite, Madame Ellen Freiermuth, qui est membre du comité du Parti libéral radical, qui n'est pas encore parlementaire, mais qui représente, qui est la candidate de l'UPLR international. On espère que vous serez parlementaire la prochaine fois, Madame. J'aimerais bien, une fois depuis le temps, qu'on aimerait un Suisse de l'étranger au Parlement. Et puis, Monsieur Laurent Sédou, qui remplace Madame Moser pour le Parti Vert libéral. Il est le vice-président du Vert libéral et aussi genevois. À ma droite, est-ce que je dois vraiment le présenter? Filippo Lombardi, conseiller aux États, que vous connaissez bien, tessinois. Ensuite, Madame Adèle Torrance-Gouma, qui est la coprésidente du Parti écologiste suisse. Et enfin, là aussi, je me demande si je dois vraiment le présenter, Carlos Omaruga, conseiller national socialiste genevois, qui est membre de votre conseil. Voilà. On peut les applaudir. Moi-même, je me présente, Chantal Taux, rédactrice en chef adjointe à l'Hebdo. On est en Suisse et on va appliquer les règles suisses. Chacun parle sa langue. Et peut-être que Monsieur Lombardi nous fera l'amitié de parler en italien. Vous avez la traduction, tout va bien. Et puis, d'ailleurs, tout le monde est plurilingue, je l'espère. En 1 heure, aborder tous les thèmes des élections fédérales, c'est quasiment mission impossible. Nous allons nous concentrer sur un thème, c'est celui de la libre circulation, puisqu'il vous concerne très directement. La plupart d'entre vous êtes résidents en Europe. Et évidemment, en cas de résiliation de l'accord sur la libre circulation,
il y aurait certainement des difficultés d'établissement si ces accords tombent. Et donc, ce sera intéressant d'avoir les réponses de nos politiciens à ce cas de figure, mais aussi de voir quelles sont les solutions préconisées par les différents partis pour sortir de l'impasse créée par le vote du 9 février. Ensuite, pendant un autre quart d'heure, on va aborder la question peut-être de l'e-voting ou la question des comptes bancaires à l'étranger. On verra quel temps nous avons à disposition. Et j'espère que nous aurons le dernier quart d'heure pour des questions du public spécifiques à l'un ou à l'autre de nos interlocuteurs. Alors, je crois que j'ai tout dit sur la manière dont va se dérouler ce débat, donc nous allons l'entamer. Et puis là, peut-être que je vais poser la première question à Carlos Sommaruga, qui est un membre de la commission des affaires extérieures et qui est même président de la commission des affaires extérieures. Finalement, on dit souvent que si l'accord sur la libre circulation des personnes devait tomber, ça poserait problème pour les Suisses de l'étranger. Mais est-ce qu'on est sûr que les mesures de représailles seraient appliquées, Monsieur Sommaruga? Merci d'abord aussi de m'avoir permis de participer à ce débat en tant que représentant du Parti socialiste. La question, elle est clairement inscrite dans les accords bilatéraux. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une des parties qui ne respecte pas l'une des clauses de ces accords, il y a toute une série d'accords qui tombent. C'est ce qu'on appelle la clause guillotine. Donc, sur le papier, ça, c'est très clairement là. Et il n'y a pas de raison de penser que si la Suisse, dans le cadre de l'application interne de sa constitution, de sa législation, devait se mettre en situation de conflit avec l'Union européenne, conflit juridique avec l'Union européenne, il n'y a pas de raison que finalement l'Union européenne n'utilise pas les leviers juridiques à sa disposition, qui sont ceux de la clause guillotine, qui permettraient de remettre en cause les accords. Le processus n'est pas un processus immédiat, c'est pas parce qu'il y a eu la votation populaire que le processus se met immédiatement en marche, mais il est clair qu'à un moment donné, il y a, dans le cadre d'une procédure qui va avoir lieu, la remise en question des accords. Alors, la remise en question par la Suisse de la libre circulation des personnes peut entraîner la caducité d'autres accords. Et je crois que lorsqu'on nous dit dans certaines fractions du Parlement que cela est purement irréaliste, je ne crois pas. Je crois que autant la Suisse défend ses intérêts, autant l'Union européenne défend les siens, et que donc, dans ce cadre-là, il y a un risque. Pour nous, socialistes, il ne faut pas que cette hypothèse devienne réalité, parce que cette réalité, ce serait donc un cauchemar. Aujourd'hui, nous voyons les difficultés économiques en Europe, qui sont notre premier marché économique. Nous avons des difficultés économiques en Chine, qui est aussi un marché important, notamment pour Genève et pour d'autres places économiques suisses qui apparaissent. Il est clair que nous ne pouvons pas nous faire l'impasse, nous ne pouvons pas entrer dans une situation institutionnelle qui nous mettrait en difficulté dans nos rapports économiques avec l'Union européenne. Difficultés économiques qui résulteraient aussi de décisions propres que nous pourrions prendre en Suisse, qui sont de la limitation drastique de la venue d'étrangers pour des places de travail à disposition en Suisse. Il s'agit donc aujourd'hui de trouver une voie avec l'Union européenne pour le Parti socialiste qui consiste à établir un partenariat durable avec l'Europe. C'est ce qu'on peut appeler l'accord institutionnel. Ça me paraît indispensable aujourd'hui de l'obtenir. Et puis, dans ce cadre-là, d'avoir cette libre circulation qui, sur le principe, est maintenue et de trouver peut-être des solutions qui sont des solutions dans situation grave. Si ce n'est pas possible, il faudra peser le pour et le contre entre qu'est-ce qui est plus important pour la Suisse, celle d'appliquer l'article constitutionnel tel quel il a été voté par le peuple, ou alors est-ce qu'il faut revenir et voter autre chose et proposer autre chose.
Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il faut proposer autre chose. Merci, Monsieur Sommaruga. En plus, je vous ai demandé à tous d'être concis et vous avez déjà donné la position du Parti socialiste. Alors, je peux enchaîner avec Monsieur Lombardi. Pour sortir de l'impasse du 9 février, quelle est la solution du PDC si vous étiez Jacques de Watteville, nommé il y a 2 jours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Grazie, gentile signora. Ho dunque fatto ieri I complimenti a Jacques de Watteville per la sua nomina, dicendogli anche tanti auguri per la tua missione impossibile. Ich werde auf Deutsch weiterfahren. Ich glaube, wir haben hier ein Fallbeispiel der Widersprüche unseres Systems. Wir können, weil wir Volksrechte haben in diesem Lande, wir können schreiben in der Verfassung, was wir wollen, egal ob es mit anderen Artikeln der Verfassung oder mit internationalen Verpflichtungen oder völkerrechtliche Bedingungen der Schweiz stoßt. Und das ist eben, was geschehen ist. Nun, notabene, man macht 2 Fehler in der Schweiz in dieser Sache jetzt. Wir haben zwar eine Volksinitiative angenommen, die eine Frist dem Bundesrat setzt, um das zu verhandeln. Zu sagen, wie gewisse Kreise sagen, ja, es ist noch nichts passiert, es ist ein Skandal, wir haben jetzt seit 1,5 Jahren darüber gestimmt und es ist noch nichts passiert, ist falsch. Wir haben, und der Bundesrat hat 3 Jahre, um das zu verhandeln. Das zweite Problem ist, die Initiative sagt nicht genau, was dann passiert, wenn die Verhandlungen scheitern. Da werden wir wohl, wie Carlos Sommaruga sagt, die Wahl haben oder treffen müssen, was wir machen wollen. Ich möchte ein kleines Bemoll, wie sagt man auf Deutsch, weiß nicht, eine kleine Nuance an den Aussagen von Carlos Sommaruga sagen. Die Clause Guillotine ist nicht so wird nicht so automatisch angewendet. Falls die Schweiz natürlich verstoßt, hat die andere Partei das Recht, ein Block von 6 bilateralen Abkommen zusammen mit der Freizügigkeit zu kündigen. Hat das Recht. Ob die Gegenseite das machen wird oder nicht, bleibt natürlich noch offen. Und jetzt, was können wir dann tun? Wir haben natürlich einen Widerspruch. Es ist nicht notabene der einzige Widerspruch. Wir haben ein paar anderen. Zum Beispiel, wir haben eine Alpenschutzinitiative, die etwas besagt in unserer Verfassung, was den Schwerverkehr durch die Alpen betrifft. Und diese steht im Widerspruch mit dem Landesverkehrabkommen mit der Europäischen Union. Und wir leben in diesem Widerspruch seit jetzt etwa 15 Jahren. Naja, wir müssen doch Lösungen finden. Also in diesem Widerspruch müssen wir einen brauchbaren Kompromiss finden, weil die Schweizer Bevölkerung erwartet ganz sicher, dass wir etwas, um die Einwanderung zu bremsen, tun. Unsere Linie wäre, als CVP, versuchen wir mal mit dem Konzept, mit dem Begriff einer Schutzklausel mit der EU zu verhandeln. Die Idee ist nicht neu, die Idee wurde in dem Bereich von Professor und ehemaliger Staatssekretär Ambühl lanciert. Es geht darum zu sagen, normalerweise gilt die Freizügigkeit. Wenn gewisse Grenzen erreicht werden, dann kann die Schweiz diese Schutzklausel anwenden. Das würden wir notabene auch den anderen Ländern anerkennen. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee für die Beziehungen innerhalb der europäischen Staaten, wo ab und zu ein paar Probleme auch entstehen. Diese Schutzklausel ist im europäischen Wirtschaftsraum dem Liechtenstein bis jetzt gewährt worden, weil Liechtenstein hat das Recht, diese Einwanderung, also die Anzahl Ausländer auf 30% der Bevölkerung zu limitieren. Also der Begriff Schutzklausel ist nicht fremd im europäischen Recht und wir möchten auf diese Straße fahren. Merci beaucoup, Monsieur Lombardi. J'enchaîne avec Monsieur Landolt. Qu'est-ce que vous proposez de faire, revoter, comme l'a dit votre conseillère fédérale? Et sur quoi? Tatsache ist ja, dass das Schweizer Stimmvolk diese Initiative am 9. Februar 2014 angenommen hat. Und es hat dann Ja gesagt zu einem relativ komplizierten Verfassungsartikel, der in sich schon Widersprüche hat und so eine ganze Kaskade
von Eventualitäten aufzeigt, die dann auch noch eintreten könnten. Und da der Stimmbürger nur Ja oder Nein schreiben kann und seinen Entscheid an der Urne nicht begründet, lässt das mehr Spielraum offen als bei anderen Abstimmungen, um den Willen des Stimmbürgers zu interpretieren. Und wir sind davon überzeugt, dass uns das Stimmvolk in erster Linie sagen wollte, wir wollen eine tiefere Zuwanderung, ohne sich auf die Instrumente oder Mittel dazu zu fokussieren. Und wir glauben, wir können die Zuwanderung senken, wenn wir die inländischen Arbeitskräfte viel intensiver fördern, namentlich Frauen, die wir unbedingt in der Wirtschaft brauchen. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass das Schweizer Stimmvolk uns nicht sagen wollte, dass wir die bilateralen Verträge kündigen oder riskieren sollten. Und das ist die große Frage, die wir gerne klären möchten. Wir haben eine parlamentarische Initiative eingereicht, wo wir das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und Europa in die Verfassung schreiben wollen, das Volk darüber abstimmen lassen wollen, damit wir Klarheit haben, wie das Schweizer Volk konkret zu den bilateralen Fragen steht. Das wäre eine sehr existenzielle, wichtige Frage, aber eigentlich eine ganz einfache Frage, die man dann sehr gut mit Ja oder Nein begründen kann oder beantworten kann und es nichts mehr zu interpretieren gibt, wie es das Stimmvolk jetzt gemeint haben könnte. Wenn man sagt, wollte die bilateralen, ja oder nein, ist diese Frage sehr klar. Und wenn das geklärt ist und wir sind überzeugt, dass die Schweizerinnen und Schweizer die bilateralen wollen, dann ist dann auch klar, wie wir die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen hätten, nämlich ohne dass wir die bilateralen Verträge riskieren. Sprich, was ich am Anfang gesagt habe, primär über die Förderung der inländischen Arbeitskräfte, eventuell mit so einer Schutzklausel, die man mit der EU verhandeln könnte, weil diese Schutzklausel wäre auch für die EU selber wahrscheinlich ein interessanter Ansatz untereinander. Darum bin ich sehr positiv zu diesem Modell. Es ist übrigens nicht ein Modell, wie es Filippo Lombardi gesagt hat, das Professor Ambühl erfunden hat, sondern das Modell basiert auf einem Vorschlag unserer Partei vom Frühling 2014, das dann Herr Ambühl erfreulicherweise aufgenommen hat und zusammen mit seinen Studenten weiterentwickelt und quantifiziert hat. Je donne la parole à Madame Torrance. Qu'est-ce que vous proposez, vous, les Verts, revoter? Alors, il y a plusieurs options, c'est clair. Je ne crois pas qu'on peut, en tant que parti, maintenant dire voilà comment ça va se passer, voilà comment ça doit se passer. On est contraint à trouver une solution, et c'est clair qu'aux yeux des Verts, comme aux yeux de plusieurs autres partis qui se sont déjà exprimés ici, le maintien des bilatérales est essentiel. Ça doit être notre objectif. Maintenant, comment est-ce qu'on peut maintenir ces bilatérales? Il y a plusieurs possibilités. Notre demande avait été, à l'époque, avant que le Conseil fédéral ne mette son projet en consultation, nous avions demandé au Conseil fédéral de mettre 2 projets en consultation. D'une part, un projet qui aurait été une application flexible qui explore la marge de manœuvre dont nous disposons avec l'article constitutionnel actuel, en tenant compte du fait, comme cela vient d'être dit, que le peuple a émis la volonté d'une meilleure maîtrise de la migration, mais pas forcément de l'échec des bilatérales. Donc une voie qui aurait permis d'explorer cette marge, une proposition concrète de la part du Conseil fédéral, et puis ce qu'il a fait de facto maintenant, une voie qui consisterait en une application stricte, voire religieuse, de l'article constitutionnel. C'est ce que le Conseil fédéral a proposé. Malheureusement, le Conseil fédéral a souhaité explorer une seule voie, celle de l'application religieuse. Nous le regrettons et c'est maintenant ce que nous avons sur la table pour les débats parlementaires. Alors, c'est clair que de notre point de vue, nous allons en dialogue avec les autres partis parce que je pense que c'est une question où il faut un petit peu abandonner les habits partisans et se mettre tous autour d'une table pour trouver une solution commune. Avec d'autres partis, les autres partis, tous ceux qui veulent maintenir les bilatérales, nous allons essayer de faire des propositions pour adapter cette version religieuse du Conseil fédéral et pendant les débats parlementaires, essayer d'améliorer cette version-là. C'est très difficile aujourd'hui de dire ce que nous pourrons faire puisque c'est le prochain Parlement qui va faire ce travail. Donc, ce seront les parlementaires qui seront élus le 18 octobre qui auront cette tâche. Donc, il est difficile de dire ce qu'ils vont faire, puisque nous ne connaissons pas encore les équilibres politiques qui feront ce Parlement. Mais ensuite, il y aura 2 options. Ou bien un bord ou l'autre va attaquer le résultat du travail parlementaire en référendum, et il y aura un vote qui sera d'une certaine manière
un vote de confirmation ou pas du vote du 9 février, ou bien il y aura encore l'initiative RASA, dont vous avez certainement entendu parler, qui sera un instrument en embuscade, je dirais, et qui fait pression pendant ce processus parlementaire, qui pourra aussi être soumis au vote. Voilà ce qui va concrètement se passer. Du point de vue des Verts, je peux simplement vous assurer que nous avons deux objectifs. D'une part, maintenir le bilatéral, et d'autre part, travailler avec les autres. Voilà, pour le faire. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Madame Freiermuth de nous dire ce que ce que défend le Parti libéral radical dans ce dossier. Revoter, l'application religieuse, a-t-on dit? Also erstens bin ich eigentlich sehr erfreut zu hören, dass viele Leute hier die Bilateralen als unverzichtbar eigentlich erklären. Wir sind nicht in der EU, aber wir sind in der Schweiz, und zwar mittendrin. Das heißt, wir brauchen unbedingt gute Beziehungen mit Europa. Die Bilateralen haben bis jetzt eigentlich sehr gute Dienste geleistet, sind die Basis für den Wohlstand, den wir haben, und für uns ist es unverzichtbar, dass wir diese Vereinbarungen retten müssen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem des Abstimmungsresultats und auch die klare Meinungsäußerung, dass eben die Zuwanderung beschränkt werden müsste. Da sehen wir auch das System der Schutzklausel als einen möglichen Weg und vor allem auch das bessere Ausnutzen des inländischen Potenzials. Ich denke, es kann auch eine Chance sein, in die Situation, in der wir jetzt drinstecken, dass es vielleicht neue Modelle geben wird auf dem Arbeitsmarkt, dass Arbeitszeiten oder auch Rentenalter flexibilisiert werden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser ausgestaltet wird. Also da sehen wir auch ein Potenzial, dass wir in dieser Richtung die Situation entschärfen können. Wie gesagt, wir sind eine Exportnation, Europa ist der größte Markt für uns. Wir sind darauf angewiesen, dass auf unbürokratische Art und Weise wir Zugang haben zu diesem Markt. Und wir gehen stark davon aus, dass ja Interessen auf der EU-Seite ähnlich gelagert sind und dass wir über die Diskussionen, die jetzt erfolgen müssen, zu einer Lösung kommen werden. Merci, Madame. Madame Amondru, est-ce que vous êtes contente avec une application religieuse de l'article 121, comme ça a été dit? Est-ce que vous trouvez que la proposition du Conseil fédéral est déjà une version religieuse de votre texte? Tout d'abord, bonjour. Merci de me donner la parole. Je dois avouer que c'est pas évident de parler après tout le monde, encore moins après notre médiatrice, parce qu'elle présente la question en disant comment allons-nous sortir de cette impasse. Donc j'aimerais un peu voir quelle est la neutralité au moment où on pose la question. Moi, ce qui m'importe de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité. L'UDC a déposé cette initiative, elle a gagné. Mais l'UDC n'a pas gagné seule, elle a gagné parce que les citoyens suisses de ce pays ont considéré que la Suisse devait, à un moment donné, pouvoir maîtriser son immigration. Maîtriser son immigration, j'aimerais que vous preniez les derniers rapports qui ont été faits, les dernières études. La plus grande préoccupation de nos concitoyens de ce pays, et également, j'imagine quand même des citoyens de l'étranger, ce qui est ressorti, c'est justement l'immigration. Dès lors, il est finalement assez peu étonnant qu'il y ait eu ce résultat le 9 février. Pour ma part, j'ai toujours été UDC pour pouvoir maîtriser l'immigration et maintenir les bilatérales. Maintenant, je n'aimerais pas refaire le débat sur qu'est-ce que comportent les accords bilatéraux, mais ça comporte 6 volets. Un a été évoqué par mon collègue je crois qu'il a parlé sur les transports terrestres, il y a des accords sur le transport aérien, l'accord bilatéral sur l'agriculture, l'accord bilatéral sur la recherche, l'accord bilatéral sur les marchés publics. Et je crois qu'il est important de regarder sur chacun de ces aspects, qu'est-ce que risque la Suisse si nous dénonçons? Il y a des risques. Mais est-ce que la Suisse a toujours eu des avantages dans ça? Nous avons des avantages, mais avons-nous toujours le même rapport de force? Ces accords, ils ont été signés en 72.
Est-ce qu'aujourd'hui, la Suisse doit avoir honte de dire à ses partenaires « nous pouvons et nous devons renégocier » car la Suisse est face à une problématique de l'immigration. Le solde migratoire a bondi depuis le premier trimestre 2015 encore en Suisse, il est à plus de 14%. Est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir honte de nouveau exprimer notre inquiétude, l'inquiétude que partagent nos citoyens de ce pays? Moi je crois que non, je crois que le débat il doit avoir lieu et je crois que cette initiative, elle a soulevé une vraie problématique. Maintenant ce qui est important, on dit oui, l'Union européenne c'est notre premier partenaire. C'est notre premier partenaire économique. C'est vrai, c'est un partenaire économique. Mais la Suisse doit justement maintenant développer ses accords économiques, ses accords de libre-échange. Nous l'avons fait il y a peu de temps avec la Chine. M. Schneiderman s'est beaucoup investi dans ce dossier et je l'en félicite. Je crois que nous devons continuer sur cet aspect, développer les accords avec d'autres pays pour justement ne pas avoir cette pression d'un pays. C'est comme dans un divorce. Si à un moment donné la situation n'est pas équitable, vous négociez. Et la Suisse aujourd'hui, elle doit pouvoir renégocier. Alors moi, ce que j'aimerais dire, quelle est la position de l'UDC, quelle est ma position, c'est premièrement respecter la décision du peuple. Comme trop souvent, on ne le fait pas. C'est clair que des fois, c'est des situations qui peuvent être un peu délicates. Mais le Conseil fédéral doit aussi pouvoir aller défendre sa position, renégocier. Et c'est ça la force d'un pays. C'est pas de dire on ne va pas y arriver, on a, je veux dire, l'épée de Damoclès sur la tête. Non, c'est pas ça. C'est représenter ses citoyens. Et c'est pour ça que moi je vais me battre, quelles que soient les décisions que nous prenons. Mais je veux dire, il faut pouvoir renégocier tout contrat. C'est la base de données. Et la deuxième chose, c'est justement de développer libres accords avec plusieurs pays. Je vous remercie. Merci Madame Amotru. Je donne encore la parole à Monsieur Sédou pour avoir la position dans ce dossier des Verts libéraux. Merci. Je vais vous prendre. Voilà. Très bien, merci. En fait, on est en train de passer énormément de temps, beaucoup d'énergie pour répondre à une question qui n'a pas été posée. La question qui a été posée, c'était de savoir si on voulait avoir des quotas. Le peuple a dit « oui, on veut des quotas ». On est en train de parler des conséquences de cette décision. Les conséquences, si on lit les textes tels qu'ils sont et des accords, c'est qu'un accord ne tient plus et par conséquence d'autres accords. Il se trouve que ces accords nous lient à un partenaire. Le partenaire est l'Europe. À l'heure actuelle, nous sommes en incapacité de proposer quelque chose puisque nous avons un négociateur qui vient d'être nommé. Son rôle, justement, c'est d'évaluer quels sont les risques, quels sont les potentiels, où est-ce qu'on en est vraiment, est-ce que l'accord sur la libre circulation est en vrai danger, est-ce que l'ensemble de nos accords sont en danger, et à partir de là, ça doit être fait par des négociateurs, et je pense que moins le politique s'impliquera là-dedans, mieux on se portera. Alors évidemment, il doit y avoir une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est de sauver un maximum les acquis de la Suisse, et je crois qu'ils en ont tout à fait conscience. Et suite à ces négociations, viendra une position en disant, l'Europe dira, ben voilà, nous on est d'accord à ces conditions. Et c'est possible, c'est très probable que les conditions disent, ben, soit vous mettez en application la votation du 9 février sur les quotas, ou sinon vous perdez les bilatérales. Et à ce moment-là, le peuple aura à s'exprimer concrètement sur un choix. Est-ce que vous voulez maintenir la question des quotas au détriment des bilatérales si l'Europe l'exige, ou est-ce que vous voulez favoriser les bilatérales? C'est la position des Verts libéraux. Je crois qu'on doit attendre les résultats de ces négociations, qu'ensuite on puisse poser une vraie question sur la base de la volonté de l'accord de nos partenaires. Et on a peu de temps puisqu'on est lié à la mise en application à cette loi qui a été votée. Donc je crois qu'il faut d'abord confiance. Appuyer un maximum les données des autres négociateurs le plus performant possible. Et puis ensuite, il va falloir que le Suisse, si c'est la compétence et la nécessité du peuple suisse, il va devoir voter sur une question dont on sait que l'Europe et que la Suisse connaissent exactement la question et dont la réponse permettra de sortir de cette impasse. Donc je pense que là, on peut mettre beaucoup d'énergie dans le travail sur lequel sans vraiment savoir quelle est la position de l'Europe. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. De l'Europe, on la connaît pas parce que pour l'instant, ils ne sont pas d'accord de renégocier. Donc, c'est un petit souci. Hein. Enfin, on la connaît. Voilà. Mais certainement que Jacques de Watteville va faire des miracles. Alors, s'il vous plaît, je refais un tour de table, mais très brièvement, mesdames et messieurs. D'après vous, est-ce que d'ici à 6 mois,
Jacques de Watteville, le Conseil fédéral, les négociateurs vont obtenir une entrée en négociation, et pas seulement des discussions, mais une entrée en négociation avec les partenaires européens. Alors, je recommence avec Madame Amauderu. Dans les 6 mois, vous pensez qu'on aura une petite percée, au moins de pouvoir négocier comme vous le souhaitez? Je ne crois pas, malheureusement, parce que je crois qu'on a vu comment aujourd'hui notre Conseil fédéral ou peut-être leurs représentants se battent pour notre pays. On l'a vu avec les comptes bancaires, on l'a vu face à l'Amérique, on l'a vu qu'aujourd'hui la Suisse, finalement, excusez-moi de l'expression, baisse souvent un peu vite leur culotte et oublie, je termine. Votre réponse est non. J'aimerais terminer ma phrase, je vous remercie, je suis la seule de cet avis, donc j'aimerais bien pouvoir un peu m'exprimer. Non, mais ce n'est pas un débat contradictoire, madame. Non, dans 6 mois, ça va être compliqué parce que justement, notre Conseil fédéral souvent oublie de négocier et se couche devant Bruxelles. Voilà, Monsieur Landolt, est-ce que vous pensez à horizon 6 mois que le Conseil fédéral pourra entrer en négociation? Nein, daran glaube ich nicht. Da sind die Signale deutlich von der EU, dass man das nicht will. Ich finde, Jacques de Wattenwyl eine hervorragende Wahl. Aber ich verstehe den Bundesrat nicht, dass diesen Entscheid jetzt gefällt hat. Es ist schon richtig, alle EU-Dossiers einem Gesamtverhandler zu geben, aber dass man 1,5 Jahre gebraucht hat, um das zu merken und das dann macht, wenn nur noch 1,5 Jahre Zeit da sind und mitten im Spiel die Strategie wechselt, das habe ich nicht extrem intelligent gefunden. Pardon, Madame Freiermuth, est-ce que vous pensez que Monsieur Burkhalter sera l'auteur d'une percée? Monsieur Burkhalter? C'est le Conseil fédéral en charge, avec Monsieur de Watteville, bien sûr. Okay. Ich denke, 6 Monate ist ein bisschen illusorisch, aber ich habe großes Vertrauen, dass man einen Schritt weiter kommt. Wie das genau aussehen wird, kann ich heute auch nicht sagen. Wir müssen einen Schritt weiterkommen, um schlussendlich den Knoten zu lösen, den wir jetzt vor uns haben. Monsieur Sommaruga, est-ce que vous pensez qu'à horizon 6 mois, après les élections fédérales, on aura une percée? La seule percée qu'on peut imaginer, c'est celle que M. de Watteville revienne en disant que l'Europe ne veut pas négocier et que ne propose que quelques mesures cosmétiques. Le Conseil fédéral devra ensuite assumer sa responsabilité et faire des propositions au Parlement pour qu'il fasse finalement un choix, et ce choix sera ensuite soumis au peuple. Et le Conseil fédéral, par cela, fera le choix entre voulez-vous conserver des relations stables et durables avec l'Union européenne ou plutôt la politique des quotas, et le Parti socialiste choisira la ligne qui est celle des maintien des bilatérales avec des mesures d'accompagnement. Madame Torrance, sur ce point. Je pense que l'Europe a dit assez clairement jusqu'à maintenant qu'elle n'accepterait pas une libre circulation des personnes à la carte. Je pense que l'Europe a beaucoup à perdre de commencer à faire avec la Suisse une exception dans ce domaine-là. Ça lui créerait probablement de gros problèmes avec d'autres pays et je doute vraiment qu'elle prenne ce chemin-là. Je pense donc que la solution doit être trouvée maintenant en Suisse. C'est normal que le Conseil fédéral fasse le maximum pour négocier, c'est son rôle, c'est sa responsabilité, mais je crains que la solution doive être trouvée ici et j'espère que le prochain Parlement saura relever ce défi. Monsieur Lombardi. C'est bien toute la différence entre l'Europe et la Suisse. En Suisse, si on avait quelques pays, quelques cantons qui ont un problème, on essaie de le comprendre, de trouver des solutions, des compromis, etc. À Bruxelles, le problème ne concerne pas seulement la Suisse. Je prends au vol l'affirmation de Mme Torrance. C'est vrai. Évidemment, si on concède quelque chose à la Suisse, il faudra concéder quelque chose à d'autres pays, à des pays membres. Mais si l'Europe avait un brin de fédéralisme véritable, eh bien, elle ferait exactement cela, et elle serait plus forte. L'Europe est faible parce qu'un tiers de sa population déteste la manière d'agir de Bruxelles, de ses eurocrates, de ses centralisateurs jacobins. Bon, alors, ils peuvent continuer comme ça. C'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas un supporter de l'adhésion à cette Union européenne. Maintenant, et c'est vrai, si cette ligne qui passe, eh bien, M. de Watteville rentrera les mains vides. Et puis,
il faudra voir qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai un seul espoir, c'est que l'année et demie qui s'est écoulée a vu, d'une part, les élections européennes, la composition de la nouvelle commission, d'autres priorités, donc la Suisse n'était pas évidemment la priorité. Et puis maintenant, c'est nous qui avons nos élections, notre nouveau Conseil fédéral au mois de décembre. À partir de janvier, il restera une année, l'année 2016, si l'on veut bien, pour essayer de négocier quelque chose qui soit un peu plus que cosmétique, sans être formellement contraire au sacro-saint principe de l'Union européenne. Et ça dépendra un peu aussi, nota bene, de ce que le Royaume-Uni va faire. Merci, Monsieur Lombardi. Monsieur Sédou, est-ce que vous pensez à une percée l'année prochaine possible? Je crois qu'une position est indispensable, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec M. Sommaruga, même si c'est une position qui est ferme, mais au moins il y en a une, et il va falloir aller de l'avant et prendre une décision. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que M. de Watteville ne doit pas être seul dans ces négociations de façon globale. C'est une priorité au niveau de notre économie, de nos politiques et de notre diplomatie, pour faire aussi pression avec les outils qu'on peut avoir pour que l'Europe puisse être à l'écoute et qu'on puisse entendre. Mais je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on a là un homme seul et qui va faire des miracles. Je crois qu'on a des forces, on a des énergies qu'on doit pouvoir mettre dans ce projet-là, dans ce sujet-là, pour faire passer l'idée de la Suisse. Et c'est ce que j'encourage en tout cas tout le monde, et vous aussi, Suisse de l'étranger, à utiliser les réseaux que vous avez pour que l'Europe puisse entendre, avec ce peu de fédéralisme, cette position de la Suisse. Alors tout le monde est appelé à aider Monsieur de Watteville à trouver une solution. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Bruxelles aussi, qui peuvent peut-être aider dans la salle? Je ne sais pas. On va peut-être passer au point suivant avec l'e-voting. Alors là, je dois dire que c'est quand même quelque chose qui vous concerne. Ça fait des années que le Congrès des Suisses de l'étranger fait un lobbying pour passer au e-voting. Et on a eu cette semaine une situation très décevante. Alors, il y a toutes sortes d'obstacles techniques qui ont été mis en avant par la chancellerie. Je crois qu'ils vous ont été présentés aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que les politiciens qui sont de ce côté-ci de la table disent par un oui, par un non, et sans trop d'autres explications, parce que vous connaissez très bien cet enjeu, s'ils sont favorables à l'introduction du e-voting, évidemment en faveur des Suisses de l'étranger, mais aussi à terme pour les Suisses aussi dans les cantons à l'intérieur des frontières. Donc e-voting, quelle que soit la solution technique, et on ne va pas refaire ce débat, est-ce que oui, est-ce que non? Madame Freiermuth. Für die FDP ist die Einführung des E-Votings schon seit Jahren ein großes Anliegen. Wir setzen uns dafür ein, wir machen Vorstöße und wir sind ganz klar dafür, dass E-Voting flächendeckend eingeführt werden muss. Und zwar nicht nur für die Auslandschweizer, sondern genauso auch im Inland. Danke. Merci. Monsieur Sédou. Oui, les Verts libéraux, on y est extrêmement favorable. J'ai été choqué et outré de la décision du Conseil fédéral qui n'a pas permis, en tout cas en partie aux Suisses de l'étranger, d'accéder au e-voting, sous des craintes de sécurité. Et je peux vous dire, je suis du domaine informatique, que le grand problème n'est pas de sécuriser la façon de voter, mais c'est de savoir si le résultat est de qualité. Et on ferait mieux de passer du temps à contrôler si les résultats qui arrivent sont justes, parce que la sécurité zéro lorsqu'on vote n'est pas possible. Donc oui, on est tout à fait capable de faire du e-voting de façon sécurisée, avec des résultats sécurisés, et qui serait un outil fantastique, notamment pour les Suisses de l'étranger. Et je pense qu'avec les années dont on en parle, j'ai été scandalisé de cette position du Conseil fédéral. Merci, Monsieur Sédou. Madame Amodru. Oui, merci beaucoup. Il est évident que pour moi, en tant que Genevoise, où le système e-voting marche très bien, je suis totalement favorable au fait que les Suisses de l'étranger puissent voter par e-voting. Bien évidemment, sous la réserve que la sécurité soit garantie. Maintenant, on se trouve face à une problématique et une réalité. Le Conseil fédéral a permis seulement à 4 cantons à la place de 13. Donc, je peux vous annoncer que ce soir, je vais faire une proposition à l'UDC international. S'ils la soutiennent, je la déposerai au Conseil national pour savoir si nous ne pourrions pas envoyer aux Suisses de l'étranger la possibilité par mail d'envoyer leur bulletin et qu'ils le renvoient par poste. Mais au moins qu'ils puissent l'avoir rapidement, à temps, parce que c'est souvent une des problématiques, c'est qu'ils le reçoivent trop tard. Mais s'ils pouvaient l'imprimer et le renvoyer, ça peut être une transition avant l'e-voting. Mais l'important, c'est que les Suisses de l'étranger puissent voter.
Merci Madame Amodru. Monsieur Landolt. Ich bin seit 17 Jahren aktiv in der Politik und schon damals hat man von E-Voting gesprochen und schon 17 Jahre freue ich mich auf dieses E-Voting und ich verstehe nicht, dass man auf den Mond fliegen kann, aber nicht in der Lage ist, ein E-Voting einzuführen. Je sens qu'on a un front commun. Monsieur Sommaruga. Tout à fait favorable à l'e-voting. Il l'a exprimé à de nombreuses reprises par des propositions parlementaires de soutien. Aujourd'hui, je crois que le problème, il n'est pas tellement au niveau fédéral où on a une chancellerie qui est vraiment engagée pour le e-voting. C'est plutôt dans les cantons qui doivent mettre en œuvre le e-voting où il y a des soucis en retard sur le planning. Et certains cantons n'ont toujours pas modifié leur loi qui permet, par exemple, d'élire les conseillers aux États par les Suisses de l'étranger, même avant même qu'il y ait le e-voting. Donc je crois que nous devons, comme parti politique, tous faire en sorte que dans les différents cantons, les choses s'activent là où ça ne marche pas. Comme Madame Amodru, je rappelle que le système Genevois en main publique de deuxième génération est d'une très haute fiabilité et a été admis par le Conseil fédéral et qu'il est à disposition de tous les cantons s'ils le souhaitent. Merci Monsieur Sommaruga. Madame Torrance. Oui, je suis du même avis que mon collègue. Je pense que ce qui s'est passé cette semaine, c'est une péripétie. Et ça va quand même assez rapidement être dépassé. Comme tu l'as dit, Carlo, c'est les cantons qui doivent prendre leurs responsabilités maintenant. C'est aussi la responsabilité de la chancellerie fédérale d'avoir certaines exigences en termes de sécurité. Je pense que la démocratie est un bien trop précieux pour prendre des risques inutiles. Maintenant, il y a un certain nombre de cantons qui détiennent des solutions qui fonctionnent. Alors, aux autres cantons, en dialogue avec ceux qui détiennent ces solutions, de les reprendre et de faire leur travail rapidement. L'enjeu maintenant, il n'est plus au niveau du Conseil fédéral ou de la chancellerie, il est dans ces cantons. Monsieur Lombardi, je crois que vous êtes aussi pour le e-voting. Non, alors, tout le monde est d'accord et ça ne marche pas. Et peut-être que dans 4 ans, il y aura encore cette discussion. Expliquez-nous quand même un petit peu. Ça va vous surprendre, oui, je suis favorable. Mais, diesmal gesagt, die Roma dürfen sich für einmal auf die Schulter klopfen, weil die 4 Kantone, die die Systeme von Genf und Neuenburg anwenden, die sind zuverlässig und die 9 Kantone, die das Zürcher System anwenden, wurden leider nicht akzeptiert. Alors, félicitations les Romans pour une fois. Félicitations en général. Bon, une fois de plus. Dies gesagt, es ist nicht eine Frage der Sicherheit, die gegen das Zürcher System aufgeworfen wurde, sondern des Stimmgeheimnisses, c'est le maintien du secret. Alors là, les Suisses étrangers devraient dire, mais moi, j'aimerais bien voter, puis si quelqu'un à Berne ou à Zurich voit ce que j'ai voté, ça ne va pas me déranger plus que tant. Mais bon, en tout cas, c'est la question du secret qui a fait basculer la chose. Ça peut se résoudre. D'ailleurs, on a voté dans ce pays avec des bouts de papier pendant un siècle et demi et la sécurité et le secret étaient relativement garantis suivant les cantons. On votait même à la main. Hein. Merci, Monsieur Lombardi. Alors voilà, je crois qu'on nous sommes filmés, en tout cas enregistrés. Je vois que Madame Roustikeli a pris des notes. Donc, si dans 4 ans, il n'y a pas le droit de vote électronique, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour faire avancer ce dossier. Oui, alors, moins de fédéralisme et des actions dans les cantons. Oui, si j'ose, un peu moins de fédéralisme, on l'a fait, das haben wir im neuen Auslandschweizer Gesetz gemacht, weil dort wird natürlich gesagt, der Bund unterstützt und fördert diese elektronische Stimmabgabe und unterstützt auch finanziell bis 40% der anrechenbaren Kosten die Kantone, die Maßnahme treffen. Und also das haben wir im neuen Gesetz, der tritt aber per 1.11. Dieses Jahres in Kraft. Das heißt, wir müssen natürlich diesen Zeitpunkt abwarten, dann werden die Kantonen auch vom Bund subventioniert, um das zu lösen. Ich gehe davon aus, dass 2019 alle Kantone dieses e-voting eingeführt haben werden. Merci beaucoup. Vous avez tous noté. Alors voilà, pour une journaliste, avoir 7 politiciens sous la main, c'est
à peu près extraordinaire. Donc moi, je pourrais continuer à leur poser toutes sortes de questions et peut-être même faire un débat contradictoire, mais vous avez certainement aussi des questions. Alors je vous prie de lever la main et de vous annoncer, d'indiquer aussi à qui vous posez la question. Madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas, Cathy Lyon, Canada. Je ne sais pas laquelle des personnes, c'est un peu une question à tout le monde. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour la démocratie directe. Vous savez, la plupart des gens qui sont dans cette chambre ne l'ont pas. Moi, je suis mariée à un avocat canadien et à chaque fois que je reçois le livret rouge, je dois le traduire et il est étonné que le peuple suisse, les gens ordinaires, puissent décider. Ça, il ne faut pas, il faut le garder. En ce qui concerne l'Europe, je suis très fière des négociateurs qui ont négocié avec les Chinois. Surtout, je crois que c'est l'article 9 où les Chinois ont précisé que les affaires financières devraient se régler à Zurich et non pas à Francfort, ni à Londres, ni à Paris. Et j'ai trouvé ça très extraordinaire. Mais là, j'ai une question. Volontiers, madame. On pense toujours à la Suisse comme le modèle de la démocratie populaire. Mais là, je vois quelque chose, et vous pourrez peut-être me répondre à ça. Je vois que vous élisez le Conseil fédéral et non pas le peuple. Et là, je vois que le Parti socialiste a 2 conseillers fédéraux, mais il représente que 18% de la population. La FDP, je me souviens plus ce que c'est, a également 2 membres au Conseil fédéral et ne représente que 15,8%. La Madame, s'il vous plaît. Oui, madame, je crois qu'on connaît la composition du Conseil fédéral, mais quelle est votre question? Ma question est, est-ce que c'est normal que 39% et 62% du pouvoir suisse entre les mains et les autres 40% n'aient que 28% du pouvoir suisse entre leurs mains. Et pourquoi c'est arrivé comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec le e-voting, que les citoyens puissent élire les conseillers fédéraux? Parce qu'il me semble que c'est la première fois que vous avez une anomalie qui n'est pas démocratique. S'il vous plaît. Alors on va poser, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. C'est est-ce qu'on devrait appliquer la proportionnelle au Conseil fédéral, remettre en question la formule magique, et puis élire le Conseil fédéral par le peuple, puisque c'est les chambres qui élisent le peuple. Alors peut-être que la question la plus d'actualité, c'est de savoir si la composition actuelle du Conseil fédéral, avec 2 radicaux, 2 socialistes, un UDC, un PDC et un parti bourgeois démocratique doit être conservé ou pas. Pour lancer le débat, je crois que je vais donner la parole à Madame Amodru en premier. Je me permettrai juste de répondre à votre question par rapport à l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Il y a une votation qui a eu lieu, je crois qu'il y a environ 2 ans, si je ne m'abuse. Une initiative qui avait été lancée, elle avait été refusée par la population. Donc de ce fait, la population préfère le système actuel, à savoir que ce sont les représentants, les élus qu'ils choisissent, qui définissent qui doit être ou non conseiller fédéral. Pour répondre à votre question, évidemment qu'en tant que UDC, le plus grand parti sous la coupole, je ne peux que être déçu, pour ne pas dire un autre mot peut-être un peu plus agressif, de ce choix de ne pas respecter finalement la volonté de la population par rapport à la proportionnelle. Maintenant, que voulez-vous, tout sera redistribué au mois d'octobre et donc au mois de novembre, et j'espère que nous pourrons renverser cette tendance et respecter finalement les représentants par rapport aux élus. Monsieur Landolt, la question, elle tourne autour de votre conseillère fédérale. D'abord, à ce stade, on ne sait pas si elle se représentera. Vous-même, vous avez tenu des propos qui ont été surinterprétés sur le fait de la maintenir au Conseil fédéral ou pas.
Est-ce que pour vous, si les équilibres, parce qu'on dit aussi que les élections ne vont pas changer grand-chose, si l'équilibre reste à peu près le même, est-ce que vous devez garder ce siège du PBD? Ja, ich glaube schon, und das geht dabei nicht unbedingt jetzt um den Sitz der BDP oder um die Person von Frau Widmer-Schlumpf, sondern die Frage, die sich das Parlament stellen wird, ist, gehen wir zurück zu dieser arithmetischen Konkordanz, die man früher hatte, und korrigiert man das bei Vakanzen oder über eine Abwahl, oder kommt das Parlament zum Schluss, dass man eigentlich nicht mehr zu dieser arithmetischen Konkordanz zurück will, sondern diese inhaltliche Konkordanz weiterführen, an der man in den letzten 8 Jahren, glaube ich, mehrheitlich sehr viel Gefallen gefunden hat, und dass auch eine hervorragende Qualität vom Bundesrat als Gesamtgremium eigentlich an Arbeit hervorgebracht hat. Also das Parlament muss sich fragen, wie man die Blöcke und Kräfteverhältnisse zu inhaltlichen Fragen auch in der Regierung abbilden und somit auch die langfristige Existenz und Weiterentwicklung von ganz wichtigen strategischen Fragestellungen, sei es die Energiewende, sei es das Verhältnis zu Europa, auch für die Zukunft weiter garantieren kann. Und das ist eigentlich die Frage, die sich das Parlament stellen wird. Und ich glaube, das Parlament wird sich dafür aussprechen, das so weiterzumachen, wie man es jetzt wirklich gehabt hat und damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat in den letzten Jahren. Merci, Monsieur Landolt. Monsieur Sommaruga, dans cette question d'une représentation à la proportionnelle ou plutôt programmatique aussi, comment vous vous situez? Bon, tout d'abord, c'est que de 59 à 2007, il y avait une règle qui s'appliquait. Nous sommes dans une zone de turbulence, on va dire institutionnelle, si on va dire ça comme ça. Et pour le Parti socialiste, il est clair qu'il n'est pas imaginable d'avoir aujourd'hui un gouvernement qui soit dominé par 2 UDC et 2 radicaux et qui imposerait une politique qui mettrait en danger les politiques sociales qui ont fait la cohésion de la Suisse, les politiques environnementales sur lesquelles nous avons beaucoup fait ces dernières années avec des majorités au Parlement, et également qui pourrait remettre en question peut-être même déjà l'injuste fiscalité en aggravant la situation. Donc pour nous, il est hors de question qu'il y ait 4 élus de ce bloc-là, et donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait la gauche et le centre qui soient majoritaires au Conseil fédéral. Merci Monsieur Sommaruga. Encore une toute petite remarque de Monsieur Sédou et ensuite on reprend vos questions. Oui, si on peut comprendre votre interpellation, il n'y a pas de formule magique, contrairement à ce qu'on croit. On a un système qui est proportionnel avec toutes ses limites, et je crois qu'il n'est pas si mauvais que ça, puisque dans d'autres pays, avec 51%, vous avez 100% du pouvoir, ou même dans d'autres endroits un peu moins, avec des coalitions, vous pouvez faire des choses assez fortes. Donc oui, mais quelque part, on demande à 200 personnes de représenter 8 millions de personnes, et ensuite à 7 de représenter 700. Donc forcément, il y a des risques, et comme l'a dit M. Sommaruga, à un moment donné, il y a aussi des visions politiques qui font qu'il y a des blocs plus représentés que d'autres. Voilà, après, c'est ces différentes élections qui font que les choses peuvent changer, mais moi, ça ne me choque pas. Sinon, on peut encore parler de 9 représentants au Conseil fédéral. Enfin, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, il y a des solutions, il faut vivre avec. Merci. D'autres questions dans la salle? Monsieur? Ja, Brunner, Monaco. Ich freue mich, die breite Palette von Parteien hier vertreten zu sehen. Ich habe als eben Auslandschweizer ich versuche oder glaube vielleicht einen etwas breiteren Blick zu haben als viele in der Schweiz. Das ist vielleicht eine Anmaßung, aber eigentlich scheint mir ja all die politischen Diskussionen rechts, links in der Schweiz immer Jammern auf hohem Niveau zu sein. Genau, also nicht nur wirtschaftlich, finanziell, sondern auch politisch geht es uns ja sehr gut in der Schweiz. Für die und auch als Schweizer, wo auch immer man wohnt. Aber die Rechts-Links-Diskussion, das heiße Thema der Migration, dazu möchte ich eigentlich sagen, eigentlich wäre das Problem ja ganz einfach. Die Rechten müssten einfach lernen, dass diese Kriegshetzer-Rhetorik in den Medien und die Angriffswaffenproduktion ins Ausland, mindestens das Mitmachen, dass das einfach gestoppt werden sollte. Und die Linken müssten eigentlich lernen, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Mehrheit in der Schweiz nicht von fremden Kulturen und Sprachen überschwemmt werden will, da sie die Schweizer Kultur kennen und lieben.
Über die Spaltung rechts-links freut sich ja nur die Finanzelite USA, NATO, wie es George Friedman von Stratford auch ausgeführt hat. Er hat das Hauptinteresse, dass Europa destabilisiert wird. Merci, Monsieur. On va peut-être demander aux représentants de la gauche et de la droite de réagir. Ich frage deshalb zum einen die linke Seite, warum sie nicht auch die Kulturliebe der Schweizer sehen und schätzen, und die Rechten, warum sie nicht deutlicher gegen Kriegsrhetorik und Kriegshandlungen auftreten. Madame Torrance et ensuite Madame Amodru. Je vous réponds volontiers, d'autant plus que mon parti, les Verts, comprend dans ses statuts une petite phrase qui dit que les Verts cherchent à dépasser les clivages traditionnels, dont le clivage gauche-droite. Je vous réponds volontiers. J'aimerais vous répondre en particulier sur le sentiment de la patrie, l'amour de la patrie. Moi, je suis verte. Et je pense que les valeurs de ma patrie sont justement l'ouverture. Et je pense que la Suisse, les valeurs fondamentales de la Suisse, c'est l'ouverture, le respect des diversités. Et on la vit au quotidien, surtout nous à Berne, avec ces différentes cultures, ces différentes langues. Et j'ai l'impression que la Suisse, par excellence, avec cette culture-là, de diversité, d'ouverture, de respect de l'autre, c'est un pays qui peut être à l'aise avec des mouvements migratoires, qui peut être à l'aise en partant aussi à l'étranger, comme vous l'avez fait, parce qu'on a l'habitude d'être confronté à l'altérité dans nos propres frontières. Donc moi, j'aime mon pays parce qu'il est ouvert et parce qu'il est diversifié. Merci. Madame Amodru. Merci. Dis-moi, la question du clivage gauche-droite, pour ma part, elle doit se faire peut-être au moment de la votation, au moment des débats, mais au moment du résultat de la votation, il n'est plus une question gauche-droite, savoir qui a raison, qui a tort. La seule question qui se pose, c'est comment appliquer la décision de la population. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une question de gauche-droite, moi je vous rejoins assez sur vos propos, mais une question de savoir comment je vais respecter votre vote. Merci, Madame. Je crois qu'on arrive au terme de ce débat, malheureusement déjà, et je crois que pour le conclure, je vais refaire un petit tour de table et demander à nos interlocuteurs sur un sujet qui vous concerne beaucoup, c'est l'histoire des relations bancaires. On va leur demander aussi là un engagement pour les 4 prochaines années de faire aboutir ce dossier. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous soutiendrez au Parlement une prochaine proposition qui permettrait aux Suisses de l'étranger de ne pas rencontrer ces difficultés dans l'ouverture des comptes? Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement? Madame Amodru. Oui, certainement. Je suis de formation bancaire, je travaille dans une banque et je peux vous dire que c'est une de mes grandes préoccupations. J'aimerais quand même vous rappeler qu'un candidat UDC a déposé un texte pour que tous les Suisses de l'étranger puissent ouvrir un compte auprès de PostFinance et le conserver. Il a été accepté au national, refusé aux États, ce qui pose vraiment un problème. Alors, il faut maintenant trouver des solutions concrètes. Donc, je peux vous garantir que moi, je me battrai que pour chaque Suisse puisse avoir son compte, qu'il y ait finalement ce secret bancaire. Mais pour une petite anecdote, sans faire de pub déplacée, nous avons la chance d'avoir Thomas Matzer-Honorant qui nous a garanti qu'il offrirait à chaque Suisse de l'étranger l'ouverture d'un compte. Donc, je lui fais un peu de pub, mais au moins, nous vous proposons une solution pragmatique d'ici là. Voilà, Monsieur Londolt. Ich glaube, für unseren Finanzplatz ist es wichtig, wenn er international wettbewerbsfähig sein will, und das muss und wird er sein, dass er internationale Spielregeln einhält. Und die internationalen Spielregeln sagen, dass wir steuerliche Konformität sicherstellen müssen. Das bedeutet, dass wir mit dem Ausland den automatischen Informationsaustausch einführen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, um glaubwürdig zu bleiben, auch den automatischen Informationsaustausch im Inland einführen müssen. Nicht, weil uns das gefällt oder nicht gefällt, sondern weil wir damit glaubwürdig und wettbewerbsfähig bleiben.
Das Bankgeheimnis in der früheren Form werden wir dann so nicht mehr haben. Und man darf nicht Angst davor haben, das Bankgeheimnis wurde 1934 eingeführt. Der Schweizer Finanzplatz ist seit dem 17. Jahrhundert international erfolgreich. Wir haben also um 250 Jahre Erfahrung, international erfolgreich zu sein, ohne das Bankkundengeheimnis in der heutigen Form, das eben auch deliktisches Verhalten schützt. Mais sans discrimination pour les Suisses de l'étranger, évidemment. Wenn wir ihn im Inland einführen, dann wird das alle betreffen und dann ist diese Frage eigentlich beantwortet. Merci. Madame Freiermuth. Ja, ich bin ganz direkt betroffen von dieser Frage. Ich bin ja Auslandschweizerin schon seit 20 Jahren und die Situation ist wirklich immer schwieriger geworden. Ich werde auch häufig angesprochen von Leuten im Ausland. Ich glaube, das Thema ist bekannt. Die Lösung ist nicht ganz einfach, denn wir stehen eigentlich dazu, dass der Markt spielen kann und wenn der Markt spielt, das heißt auch, dass ein Geschäft wählen kann, mit wem er geschäftet. Also wir können eigentlich den Banken nicht vorschreiben, mit wem sie Kundenbeziehungen pflegen wollen oder müssen. Ich sehe eine kurzfristige Pflasterli-Lösung, das ist tatsächlich das Konto, das die Postfinanz eigentlich den Auslandschweizern zur Verfügung stellen muss. Und wie sich die Situation in den nächsten Jahren entwickelt, ob das Pendel wieder ein bisschen zurückschlägt von den Überregulierungen, wie wir sie im Moment kennen, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass es zu einer Lösung kommen wird, wo die Auslandschweizer eben wieder die normalen Geschäftsbeziehungen mit Schweizer Banken pflegen können. Merci. Monsieur Seydoux, est-ce que les Verts libéraux s'engageront dans ce dossier? Oui, absolument. Les Verts libéraux pensent que c'est essentiel que les Suisses de l'étranger aient une relation bancaire en Suisse, notamment pour leurs affaires, qui font qu'ils gardent un lien avec la Suisse, donc c'est absolument indispensable. Monsieur Samaruga. Oui, les problèmes qui sont nés avec les banques sont liés à des problèmes de l'agissement des banques dans les pays, notamment aux USA. Le problème concerne les USA et d'autres pays, mais pas tellement l'Union européenne. Et là, je pense qu'on pourrait envisager d'introduire, et nous le ferons dans le cadre, nous le proposons dans le cadre des accords de double imposition, une clause qui permette aux citoyens d'avoir des comptes dans les États et qu'ils ne soient pas soumis à des tracasseries fiscales. Et puis l'autre, naturellement, c'est de garantir un service public qui soit universel à l'extérieur même de la Suisse, à PostFinance, qui soit tenu d'ouvrir ce compte pour toute personne résidant en Suisse ou pour toute personne de nationalité suisse à l'étranger. Et puis, naturellement, il faut examiner si les banques elles-mêmes n'arrivent pas à faire un accord, c'est-à-dire à se mettre ensemble pour trouver une solution. En d'autres termes, si le marché est incapable d'agir, il faudra donc trouver une régulation minimum pour pouvoir insérer une obligation à certaines grandes banques d'assurer ce service. Monsieur Lombardi, est-ce que vous pouvez vous engager à promouvoir ce genre de solution auprès de vos collègues sénateurs si vous êtes réélu, mais c'est ce qu'on vous souhaite? Je peux m'engager à continuer de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, espérons-le, dans d'autres domaines pour les Suisses de l'étranger, avec succès. Dans ce domaine, non, dans la mesure où la motion Buchel, dont nous parlait Madame Baudru, acceptée au national, est tombée chez nous en commission. Je ne suis pas dans la commission de l'économie et des redevances. Elle est tombée là, mais elle a été accompagnée par un postulat Graber, PDC, qui demande au Conseil fédéral un rapport là-dessus. Alors c'est bien de commencer avec un rapport. Le problème, c'est que le temps passe et que vous avez tous besoin de résoudre ces problèmes rapidement. Donc il faudra revenir, il faudra surtout veiller à ce que le Conseil fédéral réponde rapidement à ce rapport et en même temps continuer la pression sur la direction de PostFinance. On avait déjà commencé et on va continuer dès la session du mois de septembre. On va avoir une rencontre, Roland Buchel, moi-même et la direction de l'ASO avec la direction de PostFinance parce qu'on veut véritablement aller de l'avant sans attendre 2 ou 3 ans le rapport du Conseil fédéral et puis les éventuelles mesures qu'on voudra prendre. Merci beaucoup, Madame Torrance. Ils pourront compter sur votre soutien.
Oui. Voilà, ça c'est la réponse la plus brève de ce débat. Alors j'espère que ce débat vous a convenu, vous a permis de savoir un petit peu pour qui vous pourrez voter sur papier pour certains et par e-voting pour d'autres. Je vous prierai d'applaudir les participants et je leur souhaite à tous une très belle campagne électorale. On reçoit même des petits chocolats. Mais c'est gentil.